Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette œuvre en scène qui va vous présenter aujourd'hui deux des chefs-d'œuvre de la collection chypriote du musée du Louvre qui vont ensuite rejoindre très bientôt une exposition à laquelle nous vous convions tous si vous n'avez déjà été la voir, qui est intitulée Chypre au Louvre et qui, pour le temps de la présidence de Chypre à l'Union européenne, a très généreusement prêté des prêts chypriotes assez exceptionnels, ambassadeurs de Chypre antique dans les salles du département des antiquités orientales du Louvre, au milieu des antiquités chypriotes de la collection du Louvre. Et donc, avant de les rejoindre, dans le cadre de cette programmation, nous sommes très heureux de vous présenter, par le biais d'Hélène Lemot, conservatrice en charge de ces collections, et Sherazade Bentouati, restauratrice, ce qui a été fait depuis maintenant d'assez longues années autour de ces deux coupes et de toute la problématique qu'elles posent sur l'argent, avec la très grande complicité du C2RMF. Donc merci beaucoup d'écouter tout ce qu'elles ont à nous dire dans ce cadre, avant donc de les admirer jusqu'au 22 juin dans le cadre de Chypre au Louvre. Et pour ceux qui voudraient ensuite revoir, je suis aussi chargée de vous dire que le tout est capté et que vous pourrez très bientôt revoir ce que vous allez entendre aujourd'hui, et que vous pouvez d'ores et déjà écouter la précédente œuvre en scène de Jean-Baptiste Clay sur une coupe de l'empereur Qianlong. Merci encore et bonne écoute. Bonjour à tous. À deux voix, nous avons choisi de présenter aujourd'hui deux chefs-d'œuvre de l'art chypriote conservés au Louvre depuis 1851 et 1853. Il s'agit de la restitution d'une recherche commencée en 2018, à laquelle nos collègues du Centre de recherche et de restauration des musées de France ont été associés. Ces deux coupes en argent doré sont couramment appelées coupes d'Idalion, du nom de l'antique cité localisée dans la région de l'actuelle Dali, dans l'île de Chypre. Sur cette carte sont encadrés les sites mentionnés dans cette communication. À l'est de l'île, Idalion et Kition, actuelle Larnaca. À l'ouest, dans la baie de Morphou, Soloï et Vouni. Et sur la côte sud, Kourion et Amatonte. Ces deux pièces d'orfèvrerie font partie d'une liste de 22 coupes découvertes à Chypre, liste s'insérant dans un corpus constitué d'environ 200 coupes métalliques produites entre la fin du 8e siècle et le 7e siècle avant Jésus-Christ, retrouvées de l'Assyrie à l'Étrurie. Nous commencerons par une description de chacune d'entre elles, révélant dans leurs moindres détails l'iconographie et les histoires qu'elles racontent, les techniques mises en œuvre dans leur fabrication et dans celles de leurs très riches décors, exhumant également, au fur et à mesure, strate par strate, des secrets enfouis depuis bien longtemps, dont leur provenance et leurs propriétaires. Le décor de cette coupe de 17,1 cm de diamètre, aujourd'hui fragmentaire, est organisé en 4 registres concentriques autour du médaillon central. 2 guirlandes florales, un premier bandeau historié présentant des scènes de lutte et un second décoré d'un défilé militaire. Le motif du médaillon central est géométrique,
tel un tapis de rosaces imbriquées selon un schéma attesté dans le répertoire décoratif assyrien, notamment dans le domaine architectural, comme sur un seuil en albâtre gypseux de Ninive en haut de l'écran. À la différence des rosaces aux pétales rayonnants qui sont très courantes au centre des coupes, cette composition couvrante est plus rare. Un seul autre exemple est connu, il s'agit de la coupe en bronze mise au jour en Italie dans la tombe Strada de Francavilla Marittima. Autour du médaillon, les guirlandes végétales sont composées, pour la première, de fleurs de lotus à 5 pétales reliées les unes aux autres par des tiges et rhizomes desquels émane au milieu un bouton végétal. Pour la seconde, de fleurs plus simples à 2 sépales avec entre elles un petit bouton circulaire. Le monde phytomorphe parsème les scènes historiées. Au registre extérieur, on peut apprécier, au ras du sol, quelques lotus, ombelles de papyrus et boutons, mais aussi de grandes fleurs s'apparentant à des lys, sans oublier un arbre. Quant au registre médian, il est séquencé par 11 compositions végétales. Il s'agit de l'agencement vertical, plus ou moins complexe, de 2 palmettes de type chypriote à volute, avec ou sans cœur en éventail. Ces arbres de palmettes sont fréquents dans le répertoire iconographique phénicien et chypriote, comme sur cette très belle coupe ornée du trésor dit de Kourion, conservé au Metropolitan Museum, que je vous invite à mémoriser car elle va nous accompagner tout au long de cette présentation. Ces variations végétales, dont vous pouvez apprécier quelques détails à l'écran, sont également un des motifs de prédilection des ivoires qui décoraient le mobilier d'Arslan Tash, Nimroud, Samarie ou encore, à Chypre, Salamine. Entre ces palmettes alternent des scènes de lutte de 2 natures. Un homme contre un griffon, un personnage tétraptère à 4 ailes contre un lion. Le thème de la griffomachie se répète 6 fois. L'homme a la chevelure longue, torse nu, pectoraux et nombril marqués, portant un pagne plissé avec un fourreau à la ceinture, la jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie, le pied appuyé sur un monticule, brandit de son bras droit une épée qu'il s'apprête à planter dans le corps du griffon qui vient tout juste d'être capturé, ses pattes arrière encore en vol, ses ailes encore éployées de manière symétrique, la tête retournée vers son agresseur. Il s'agit d'une scène puissante, représentée dans le vif de l'action. Cette lutte d'un homme contre l'hybride à tête d'aigle figure également sur la 2e coupe, traitée de manière moins enlevée et moins svelte, alors que sur la coupe de Kourion, on observe cette même vivacité et l'imbrication identique de l'homme et du griffon. En alternance, apparaît une scène qui se répète 4 fois et que l'on peut restituer une fois de plus dans la partie manquante. Il s'agit du combat entre un homme tétraptère et un lion debout. Ce personnage masculin, barbu, coiffé d'un bonnet pointu, est vêtu d'une tunique longue écaillée. Il est doté de 4 ailes aux plumes et rémiges détaillées et ployées de manière symétrique de part et d'autre de son corps. Il brandit dans sa main droite une longue épée dirigée vers le poitrail d'un lion, debout sur ses pattes arrière. Accompagné de 2 faucons, ce même génie plantant son épée dans le poitrail d'un félin sur le point de basculer en arrière, occupe le médaillon central de la coupe de Kourion. Il correspond au génie assyrien protecteur présent dans le décor architectural monumental, notamment dans le palais de Sargon II à Khorsabad. Cette iconographie se retrouve sur différents supports matériels, dont l'ivoire. Sur un élément de meuble mis au jour dans le palais assyrien de Nimroud,
ces deux luttes de l'homme contre un griffon à droite et à gauche du génie contre un lion se détachent en léger relief. Dans un paysage incluant végétaux et oiseaux, le deuxième registre historié présente un défilé militaire composé de gauche à droite de 3 hoplites armés de lances et de boucliers quadrillés, vêtus de tuniques à franges. Devant eux se trouvent 3 cavaliers au pas puis au galop, vêtus d'une tunique courte, réticulée, munis de fléaux et de lances, puis un dromadaire avec son chamelier, précédé de 5 cavaliers au torse nu et pagne court ou portant une tunique. Avancent ensuite 2 archers derrière un char encadré de 2 porteurs de lances. La lecture du char s'avère difficile en raison de la cassure de la coupe. Il est tiré par 2 chevaux. Il s'agit donc d'un bige. À l'intérieur de la caisse décorée d'un oiseau en vol, un homme casqué, debout, vêtu d'une tunique longue, à l'image d'un roi assyrien, est accompagné d'un aurige. Les défilés militaires sont un des thèmes de prédilection des orfèvres, comme le montrent les riches ensembles découverts dans le Latium et en Étrurie. Sur cette très belle coupe de la tombe Bernardini de Préneste, ceinte d'un serpent, on voit 3 chars de type assyrien surmontés d'un parasol de part et d'autre de la porte fortifiée d'une ville. Sur cet exemplaire fragmentaire de la tombe Regolini-Galassi de Ciaéré, 2 registres de défilés militaires se détachent en doré sur un fond argenté. Là encore, le registre extérieur de cette magnifique coupe est le cadre privilégié du déroulé complet du défilé militaire, alors que des scènes de chasse en décorent le centre et le premier registre. Sur les 2 frises de ce bol se déploient cavaliers et hoplites dans un paysage scandé par des arbres. Et enfin, sur cette coupe, on note une dominante de chevaux. À la différence de la coupe d'Amathonte du British Museum, sur laquelle se déroule une scène de siège d'une ville avec des hoplites et des cavaliers en pleine action, la coupe du Louvre montre un défilé sans combat. Et je ne pense pas qu'une scène de bataille ait été inclue dans la partie manquante. Il s'agit peut-être d'un retour triomphal. Retour triomphal, scène de combat, figure du réel et du surnaturel. L'argent et l'or sont les 2 matériaux choisis comme nobles supports. Avant la fabrication de ces coupes, commanditaires et artisans se sont concertés. Elles ont toutes 2 un profil identique et ont été en grande partie conçues avec les mêmes techniques. La seconde coupe est cependant plus massive et en conséquence légèrement plus lourde. On constate sur le profil de cette première coupe que la lèvre est plus épaisse. Elle peut être liée au modelé avant la réalisation d'une fonte, mais aussi a pu être obtenue ou accentuée par martelage. Il n'y a pas d'anse ou d'anneau de préhension voulu à l'origine. Sur les parties préservées, on ne relève effectivement pas de traces de soudure ou de rivets. Le galbe parfaitement modelé et doucement incurvé, une forme délicate, épurée, destinée à être tenue par le dessous à 1 ou 2 mains. Seule la surface intérieure est dorée et ornée. Sur l'ornementation, ce qui frappe immédiatement est le choix d'un tracé libre, manifeste d'un dessin à main levée. Tout semble reposer sur la maîtrise de l'artisan, de l'espace et de ses outils, produisant ainsi des tracés de qualité constante. Aucune rupture, aucune faiblesse. Chaque trait est incisé avec assurance. Comme vous pouvez le constater sur ces quelques détails, aucune forme dessinée sur la surface n'est totalement identique. Malgré l'absence de traces qui seraient liées à une esquisse préalable, il n'est pas exclu qu'une ébauche, s'inspirant de modèles, ait été réalisée à main libre à l'aide d'un matériau organique, charbon, terre ou pigment. L'ébauche permet ainsi de faire une première répartition du décor avant le tracé définitif. La diversité des dessins, pour une même forme,
exclut à ce stade de notre étude l'emploi d'un poncif. Avant de réaliser les décors, la coupe a été insérée dans un matériau souple et résistant, utilisé afin d'absorber les frappes lors des incisions et éviter les déchirures sur le métal. Ce matériau, aujourd'hui appelé ciment de Fontainier, se fluidifie sous la chaleur et durcit en refroidissant. Nous savons que les compositions ont peu évolué depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, il est principalement réalisé à partir de colophane, de cire, de carbonate de chaux et d'huile. Du bitume, de la poix, du suif ou de l'argile, l'ensemble chargé de paille ou de briques pilées était plus anciennement utilisé. Ensuite, afin de décorer le métal, l'artisan a choisi la ciselure, qui repose pour l'essentiel sur l'emploi de marteaux et de ciselets. Les ciselets, généralement fabriqués par l'artisan, sont des tiges en fer ou en bronze dont l'une des extrémités a la forme de l'empreinte que l'on souhaite imprimer. Contrairement à la gravure, cette technique ne retire pas de matière mais enfonce le métal. Sur la coupe, l'artisan a utilisé au moins 10 formats de ciselets. Ce travail sur la face laisse souvent des marques visibles sur le revers qui révèlent la vigueur de chaque frappe. Ces empreintes en relief correspondent aux formes reconnaissables sur l'intérieur de la coupe. En examinant les décors ciselés, on peut suivre les différentes étapes menées par l'artisan. En premier lieu, ce sont les délimitations des registres qui ont été réalisées à l'aide de 3 ciselets différents, perlés, poinçon rond ou en forme de pétale. L'intérieur de chaque registre est ensuite orné des différentes scènes. On voit ici quelques têtes de cavaliers et sur la vignette en haut à gauche, les pattes arrière d'un griffon qui morde le bord du registre, ce qui confirme qu'elles ont été tracées après. Sur l'arbuste, c'est un premier ciselé qui trace le tronc et les branches de l'arbre. Puis le ciselé en forme de pétale a permis la réalisation des feuilles. Les frappes pour l'oiseau en vol se superposent à celles des feuilles. Il vient donc en dernier. Avec un seul ciselet, plusieurs textures ont été produites. Celui en forme de poinçon rond, très employé sur la coupe, représente tour à tour les articulations du dromadaire, les monticules rocheux, le feuillage des arbrisseaux ou encore matérialise certaines lignes de sol. Contrairement aux scènes ciselées, on a pu constater que chaque registre a été préalablement et discrètement délimité. L'artisan a pour cela utilisé un compas à pointe sèche qui part du centre de la coupe, matérialisé par la présence d'un point de centrage. C'est aussi sur l'emploi du compas que repose entièrement le déploiement de la rosace centrale. Géométrique et hypnotique, elle contraste avec la vive allure du défilé militaire. La composition basée sur l'accollement et l'entrelacement de petits cercles semble parfaite. Ici, on peut voir des lignes préparatoires se superposant ou débordant des tracés. Nous comprenons ainsi que cette construction a d'abord été réalisée au compas, puis marquée au ciselet. Ces traces nous relient directement au travail méthodique mené par l'artisan qui a, malgré quelques erreurs, réussi à parfaitement équilibrer l'ensemble. En effet, en examinant de plus près, l'accollement des cercles est un peu désordonné. En observant le bord de la rosace centrale, vous pouvez voir que l'artisan a alors eu habilement recours à des ajouts de pétales afin de combler les vides et harmoniser l'ensemble. La coupe a également été dorée. La dorure a été réalisée avant la ciselure. On peut en effet voir la présence de l'or dans le fond des incisions. Elle semble appliquée uniquement sur chacun des registres, rehaussant les différentes scènes avec cependant de nombreux débordements entre chaque registre. Afin de préciser le mode de fixation de l'or, des examens et des analyses ont été effectués au C2RMF. Les analyses ont confirmé l'absence de mercure et écartent ainsi l'emploi d'une dorure à l'amalgame, qui consiste à mélanger de l'or avec du mercure liquide pour former un amalgame pâteux
appliquée sur la surface puis chauffée. Sous loupe binoculaire, aucune épaisseur de feuille n'est distinguable. La dorure a donc été finement mesurée par fluorescence X, technique sans contact et non destructive, et évaluée suivant les zones entre 3 et 4 microns. Sur la coupe, c'est l'une des plus anciennes techniques de dorure qui a probablement été utilisée. Décrite par les spécialistes, mais très peu étudiée sur les objets antiques, la dorure par diffusion consiste à appliquer de la feuille d'or sur la surface et à la faire adhérer à l'argent par chauffage. L'accroche est dite thermomécanique, complétée pour cela par une étape importante qui consiste à venir écraser la feuille à l'aide d'un outil de type polissoir. C'est par ce prisme qu'il faut comprendre la présence de ce qui semble être des débordements de dorure. En effet, après avoir recouvert l'entièreté de la surface jusqu'en dessous de la lèvre, un travail final permet de retirer la dorure par ponçage ou par grattage des zones que l'on souhaite faire à nouveau apparaître. Sur la vignette à gauche, vous pouvez voir ces petits rainurages qui correspondent à ce travail de grattage. On retrouve d'ailleurs cette caractéristique sur plusieurs objets provenant du corpus de coupe similaire, où les espaces entre les figures ont également été grattés. Dans le cadre de l'étude des 2 coupes d'Idalion, et afin de mieux comprendre le mode opératoire de cette technique, des essais expérimentaux ont été réalisés au C2RMF sous l'égide de Benoît Mille et de Dominique Ropsis, chargés d'études métallurgiques. Première étape, on va découper les feuilles d'or. Donc on va découper des carrés d'environ 3 sur 3 tout cassé. Voilà, tout est prêt. Donc pour la suite des opérations, je vous ai fait une petite coupe expérimentale. Bon, il n'y a pas ni le relief ni la ciselure. Donc là, on va mettre la pièce à réchauffer, environ 600 degrés. Donc quand la pièce sort du four, on va venir poser la feuille d'or et ensuite, avec un outil qu'on appelle un brunissoir, donc là je vais en utiliser 2, tout d'abord un en acier poli, puis ensuite un en hématite, on va venir écraser la feuille d'or sur l'argent et favoriser la diffusion dans le métal de base. Et après, donc, on a un résultat avec une dorure qui est extrêmement solide et régulière. Cette dorure extrêmement solide et régulière recouvre l'intérieur de la seconde coupe de 17,6 cm de diamètre, dont nous avons déjà pu découvrir quelques détails. Je ne peux commencer sans évoquer l'ouvrage de l'archéologue orientaliste Charles Clermont-Ganneau, Mythologie iconographique, paru en 1878, dont le frontispice n'est autre que le relevé de la scène centrale. Dans ce médaillon se déploie une scène inspirée de l'iconographie égyptienne, bien attestée dans le monde phénicien, sur les coupes, certes, mais aussi dans le domaine de la glyptique. Il s'agit du thème de Pharaon combattant les ennemis. La scène est surmontée d'un disque solaire ailé, à la droite duquel vole un faucon. Pharaon est figuré la jambe gauche en avant et le bras droit levé, brandissant une massue. Il porte un pagne court, shenjit, à 2 vantaux, matérialisé par des lignes ondulées et parallèles. Pharaon porte également une longue tunique recouverte de petits cercles. Il est coiffé d'une perruque en boule surmontée d'une couronne chénie, composée de cornes, d'uréus et de plumes de part et d'autre d'un disque solaire. Son cou est paré d'un collier ouzer, des bracelets ornent ses poignets et ses bras. De sa main gauche, il tient un arc et des flèches, ainsi que les cheveux de ses ennemis captifs. Centrons-nous sur ce groupe de 3 prisonniers asiatiques. À droite se trouve un personnage de profil droit, assis, nu, main gauche levée, suppliant. Devant, un personnage barbu de profil gauche, le genou gauche au sol, la jambe droite semi-fléchie, les orteils en appui sur le sol, les paumes des mains ouvertes, suppliant Pharaon. Le 3e personnage est un homme également barbu, dont le visage et les mains sont parallèles au précédent. Ces corps superposés et désarticulés sont signes de défaite dans le répertoire iconographique égyptien. Derrière Pharaon, un personnage debout,
dans l'attitude de la marche, tient dans sa main gauche un instrument qui pourrait être un flabellum, un éventail, même s'il est de forme très différente des exemplaires égyptiens. De sa main droite, il porte une arme apparentée à une courte lance ou à un arc. Au-dessus de sa tête figurent 2 plumes, comme c'est le cas sur les représentations des Asiatiques par les Égyptiens. Il porte sur son épaule droite un personnage blessé ou mort, dont le caractère inanimé est rendu dans toute sa pesanteur et son inertie, la tête renversée, les cheveux longs, les bras et jambes pendants, ballants, les pieds et mains sans force, relâchés. Cette scène égyptisante est attestée sur 9 coupes d'orfèvrerie, 4 à Chypre et 5 en Italie. Si la scène du médaillon central de la coupe de Ponte Cagnano du Petit Palais est quelque peu différente, avec l'ajout de détails égyptiens, cartouches, œil oudjat et sphinx, le personnage portant un blessé derrière Pharaon est similaire. Le plus souvent central, cette scène se retrouve néanmoins insérée dans le registre extérieur de la coupe de Kourion, à gauche de l'écran. Dans le même esprit égyptisant, nous découvrons, sur le premier registre, un défilé d'hybrides composé de l'alternance de sphinx et de griffons debout, la patte avant gauche sur la tête d'un homme semi-allongé à terre, dans une pose peu confortable. Ici, l'unique fleur est probablement ajoutée pour remplir l'espace. Ces hybrides ne sont pas sans rappeler ceux qui ornent les montants en ivoire des meubles de tradition phénicienne découverts dans les contextes palatiaux assyriens. En haut, un griffon en bas-relief et en bas, un fragment de sphinx encloisonné, piétinant les ennemis, mis au jour à Nimroud. Concernant le registre des combats de héros contre des animaux, laissons la parole à Georges Perrault et Charles Chipier. L'image se compose en 12 groupes, qui n'ont entre eux d'autre rapport que de représenter les épisodes divers d'une même lutte. On distingue 2 acteurs, dont chacun est 6 fois répété. L'un est trapu, barbu et vêtu de la peau du lion. Nous y reconnaîtrons ce divin chasseur qui a d'étroites affinités avec Bès et que l'on peut appeler Hercule phénicien. L'autre, plus élancé, les cheveux longs, paré d'un double collier, sans autre vêtement que la shenti, rappelle les figures royales des peintures thébaines. Nous ne savons quel nom lui donner. Ici, Bès n'est ni difforme ni simiesque et ne porte pas de tiare à plumes. Il correspond à une version plus levantine qu'égyptienne. Positionné dans l'axe de Pharaon, la lutte du dieu à main nue contre le lion se distingue des 4 autres scènes. À 4 reprises, Bès porte un félin sur ses épaules, précédé 2 fois d'une grue qu'il tient par le cou. Sur la coupe de Kourion, Bès, de corpulence très similaire, porte également une peau de fauve ocellée et lutte contre un lion qu'il est sur le point de soulever ou de faire basculer. Ce dieu fait partie du panthéon chypriote, preuve en est la statue colossale de 4 mètres de hauteur découverte en 1873 à Hamatonte et conservée au musée archéologique d'Istanbul. Il est ici le maître des fauves par excellence. Par sa carrure trapue, Bès contraste en effet avec l'homme élancé dans la pose du Smithing God qui châtie l'ennemi, luttant 2 fois contre le lion et 4 fois contre le griffon. Sans revenir sur ce thème commun à la coupe précédente, nous noterons juste ici la matérialisation du sol en 2 endroits par de petits cercles ciselés sous les pattes avant d'un des griffons, évocation du paysage, création de la composition. Comme pour la première coupe, l'emploi de la ciselure est central. Toutefois, sur celle-ci, chaque figure est seulement détourée, soulignée de traits ciselés et rehaussée de quelques traits anatomiques. Le nombre de ciselés
est ici moins important, avec une large part laissée à l'emploi du perloir. Il est en effet utilisé pour la réalisation d'une grande partie des décors. Les lignes de perlé séparant les 3 registres, la texture des tissus, les feuillages et les lignes de sol. Nous avons également observé des comparatifs lors des essais expérimentaux. Au niveau du décor en ciselure, on va prendre un autre échantillon et c'est d'étudier un petit peu les traces qu'il laisse, donc on va pouvoir étudier après au microscope. Et là notamment, on va utiliser un perloir qui est utilisé sur les 2 coupes, qui est extrêmement fréquent. Donc on va avoir notre métal qu'on va poser sur un support assez souple qui va pouvoir encaisser les chocs. Donc ça peut être du plomb, ça peut être de la résine. Et on va venir avec un outil qu'on appelle un ciselet. Donc il y a plusieurs, il y a des ciselets clairs, il y a des ciselets de forme, il y a des mats. Et avec un marteau, on va venir donner un impact très court afin d'imprimer le décor. Donc on va reprendre les petits essais qu'on a fait en ciselure tout à l'heure et on va les passer sous le microscope. Prendre les motifs de perloir qu'on a vus sur ces pièces-là. Donc on a des outils qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut observer, notamment dans les petits. Après, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir déterminer exactement le diamètre de l'outil, à la fois sur la partie interne et externe, sur les pièces. Donc là, on va avoir une demi-trace. La frappe est incomplète. Qui était positionné de façon un petit peu sur le côté. Et en fait, ces traces-là, on les retrouve, elles ont été utilisées dans le décor, et notamment pour, si je me souviens bien, pour le décor du vêtement, ainsi que dans les arbres de la partie supérieure. Sur la coupe, on peut rapidement identifier 2 formats de perloir. L'artisan a développé son ornementation en juxtaposant les cercles et en alternant les formats. On peut ainsi apprécier les multiples combinaisons qui rythment les surfaces. Pour représenter la ligne de sol sur le médaillon central et sur chacun des registres, c'est l'association du perloir le plus large au centre et du perloir le moins large sur les bords supérieurs et inférieurs qui est utilisée. Lors de la restauration, nous avons pu constater une particularité sur le perloir de plus petite taille. L'empreinte circulaire n'est pas complète et comporte sur chaque frappe un petit nodule. Ce grain semble correspondre à un défaut sur le bord du ciselet qui caractérise particulièrement cet outil. Souvenons-nous, l'artisan forge lui-même ses propres outils et les conserve tout au long de son activité. Sur l'ensemble de la coupe, ces empreintes sont en grande partie orientées dans le même sens. La coupe a été ciselée en continu, sans changement de position de l'outil dans la main. Le ciseleur est concentré, méthodique et régulier. En nous y intéressant encore un peu plus, nous pouvons également suivre sur cette coupe la chronologie des tracés. Ici, les arbres en relief ont d'abord été nettement détourés au ciselet, puis remplis au perloir, dont les marques écrasent parfois celles des contours. Sur le médaillon central, la lecture d'une chronologie est moins aisée. L'artisan a eu plusieurs reprises de frappe afin d'accentuer certains traits qui perturbent parfois la lecture. Il semble cependant que la figure du roi a été tracée en premier. Les traits des autres figures contournent ceux du pharaon, comme on peut le voir, par exemple sous le point gauche, encadré de part et d'autre de lignes marquant le contour de la tête. Le développement du reste de la scène s'est fait ensuite de la gauche vers la droite. Sur le pharaon, les tracés antérieurs les plus évidents sont ceux marquant le voile, visible le long de sa jambe droite, réalisé avant la jambe du personnage placé à ses côtés, sur la vignette que vous pouvez voir sur la vignette de gauche. Ici, on comprend aussi avec une grande clarté que la ligne de perlé visible sous les pieds a été réalisée après. On voit ainsi l'écrasement, sur la vignette de droite, l'écrasement des contours par le ciselé rond, qui vient donc après. En ce qui concerne la dorure, elle couvre cette fois l'intégralité de la surface, excepté le bord extérieur de la lèvre. Contrairement à la première coupe, la dorure semble plus épaisse.
On la distingue nettement en bordure, sur la lèvre et sur les zones corrodées. Le mode de maintien reste aussi à déterminer. Là encore, lors des analyses, aucune trace de mercure n'a été décelée. S'inscrivant dans un corpus avec des profils de fabrication qui se recoupent, nous nous orientons de nouveau vers une accroche thermomécanique correspondant aussi à une dorure par diffusion, avec cependant quelques particularités qui restent encore à étudier. Revenons maintenant aux techniques employées pour les figures. Contrairement à la première coupe, la réalisation des différentes scènes ne repose pas uniquement sur l'emploi de la ciselure. Les figures humaines, animales et végétales apparaissent en léger relief. Ces derniers relèvent et accentuent les morphologies. Les visages, les muscles, les ailes et les croupes sont ainsi mises en valeur. Afin d'identifier les techniques de mise en forme, l'observation du revers des objets est, comme nous l'avons vu, souvent instructive. Dans notre cas, le revers de la coupe est très corrodé, avec la formation d'une couche épaisse de corrosion qui donne cet aspect grumeleux aux surfaces. On décèle cependant des dépressions en creux qui correspondent aux négatifs des formes en relief, que vous pouvez voir sur la vignette de gauche. La mise en œuvre de ces modelés saillants nous interroge. La coupe a-t-elle été fondue ainsi, les reliefs imprimés sur le modèle avant fonte, ou bien est-ce uniquement l'emploi de la technique du repoussé qui permet, en réalisant des frappes par le revers, de pousser le métal vers la face? À ce stade, l'hypothèse qui nous semble la plus probable reste le travail à partir d'une fonte. Après dorure, les reliefs auront été réalisés en repoussé, suivant le contour des figures préalablement marquées sur la face et permettant ainsi le repérage des formes sur le revers. Afin d'aider à l'identification de ces différentes techniques, des radiographies ont été réalisées. Ces dernières n'ont pas permis de trancher parmi les différentes hypothèses, et c'est à la suite de discussions avec l'équipe du pôle métallurgie du C2RMF que la réalisation de tomographie a été proposée. La tomographie, au-delà d'une meilleure compréhension technique, a permis une découverte. En octobre dernier, sur les clichés obtenus grâce au travail minutieux d'Elsa Lambert, 45 signes de l'alphabet chyprosyllabique, jusqu'alors invisibles, sont apparus au revers de cette coupe. Ces signes, que vous voyez à l'écran, juste au-dessous de la lèvre de la coupe, ont été transcrits dans un premier temps par Dominique Ropsis et Elsa Lambert. Devinant des termes que nous n'osions espérer, nous avons confié cette inscription à l'épigraphiste Anna Canavo. Mais pour garder le suspense, quelques généralités sur le chyprosyllabique. Il s'agit d'un système d'écriture en usage à Chypre pendant la plus grande partie du premier millénaire avant Jésus-Christ. Son répertoire est constitué de 56 signes avec des variantes locales. 2 langues étaient transcrites à l'aide de cette écriture. Le grec, sous la forme du dialecte arcado-chypriote, introduit à Chypre à la fin du 2e millénaire, et une langue locale, appelée conventionnellement éthéo-chypriote, quoique lisible, ces inscriptions éthéo-chypriotes demeurent indéchiffrées. Gravée de droite à gauche, cette inscription donc inédite, en chyprosyllabique, est un texte en langue grecque. En transcription, nous obtenons Themisitakora-C, O Passileo-C, Passikerete-O-C, Pais, Katete-Kene, Taeteoi, Ta Atanai, Ta Piala, Netate. En grec, Themistagoras, O Basileos, Passikreteos, Pais, Kateteke, Taeteoi, Ta Atanai, Tan Fialan, Tande. Vous êtes impatient? Themistagoras, le fils du roi Passikrétès, a consacré à la déesse, à Athéna, la coupe que voici. Cette dédicace complète est aussi simple qu'efficace. Elle donne le nom du dédicant,
Thémistagoras, fils du roi Pachycrétès. La nature de l'objet, à savoir la fiale, la coupe. Le nom de la divinité Athéna à laquelle l'offrande est consacrée. Bien que les signes soient très peu perceptibles du fait de la couche épaisse de corrosion de l'argent, il s'agit de la plus longue inscription en chyprosyllabique connue à ce jour sur une coupe métallique. Seulement 5 exemples étaient jusqu'alors répertoriés. Par exemple, sur cette coupe de Courione sont gravés 11 signes que l'on peut lire ainsi. Je suis la coupe de Épioros, fils de Diès. Comme sur la coupe du Louvre, apparaissent le nom de l'objet, Piala, la fiale, du dédicant, Épioros, et de son père, Diès, selon une pratique courante dans le monde sémitique. Sur la très belle coupe du Met, 2 inscriptions royales, probablement successives, dont vous devinez peut-être quelques signes près de la lèvre au-dessus du griffon, révèlent le nom des propriétaires, avec en plus la cité de l'un des rois. Je suis la coupe de Acestor, roi de Paphos, je suis la coupe de Timocrétès. L'étude onomastique est en cours par Anna Canavo, mais l'on peut déjà affirmer que les 2 noms sont courants à Chypre et attestés pour Thémistagoras sur le site de Soloï, Amathonte et Courione, et pour Pachycrétès sur les sites d'Idalion, Courione et Soloï. Cette dédicace nous incite d'autant plus à nous interroger sur la provenance de cette coupe, tant du point de vue de ses anciens propriétaires, dont fait partie Thémistagoras, fils du roi Pachycrétès, que du point de vue de la provenance archéologique à partir des sources et des archives. La présence de ces 2 coupes dans les collections du musée du Louvre remonte à 1851 et 1853. Nous les voyons ici dans la salle Sarzec au début du XXe siècle et quelques années après dans la salle Dieu-la-Foi. Ces 2 coupes ont été inventoriées 2 fois dans les livres d'entrée du département des Antiquités orientales avec la mention du site Idalion, actuel d'Ali, à partir de 1881. Dans l'inventaire N de l'Empérier de 1857 figure l'appellation plus large de Cypre, assortie de très longues descriptions. Pour la première coupe, dans l'inventaire MN, Musées nationaux de la Seconde République, on lit en bas à droite de l'écran Cypre, don de Saucy, coupe assyrienne, point d'interrogation, gravée à la pointe. Pour plus de précision, penchons-nous sur les procès-verbaux des séances du conservatoire. Pour la coupe fragmentaire, le PV de la séance du 14 juin 1851 mentionne « Monsieur de Lomperrier, la coupe donnée au Louvre par Monsieur de Saucy est très précieuse. Elle confirme ce que quelques antiquaires avaient déjà exprimé, c'est-à-dire que les coupes trouvées dans les tombeaux de Tchéri sont de travail assyrien, et elle établit d'une manière positive l'influence de l'art phénicien dans la Méditerranée. La coupe de Monsieur de Saucy est en argent ciselé très finement. Elle a été trouvée à Larnaca, en Chypre, et tout son travail est évidemment assyro-phénicien. Au sujet de l'autre coupe, on peut lire dans le PV de la séance du 25 juin 1853 une coupe assyrienne en argent cédée par Monsieur Perrotier. Cette information a été complétée par 2 photographies acquises en 2019 avec un lot d'archives du duc de Luynes par le département des Antiquités orientales, légendées de la manière suivante: photographie d'une coupe d'argent vendue au musée du Louvre par Monsieur Perrotier. Nous avons donc le nom des 2 détenteurs précédents, à savoir Félix de Saucy, qui réalisa une escale à Chypre en 1850 lors de son voyage en Terre Sainte, et Aimé Perrotier, qui habita à Chypre entre 1830 et 1834 à Larnaca, où il exerça des fonctions par intérim au consulat de France avant de devenir drogman chancelier du consulat de France à Beyrouth. En revanche, les témoignages des érudits et des archéologues sur leur provenance archéologique et leur contexte de découverte divergent. Le site de Kition,
capitale d'un royaume chypro-phénicien au premier millénaire, actuel Larnaca, est citée très tôt. En effet, dès 1853, dans son article intitulé « Coupes assyriennes au musée du Louvre », paru dans l'Athénéum français, Adrien de Lompérier, alors directeur du département des Antiques, en propose une description très détaillée et précise qu'elles ont été trouvées à Larnaca avec un grand monument de la sculpture assyrienne. Il s'agit là de la stèle de Sargon, découverte à Kition, aujourd'hui au musée de Berlin, à droite de l'écran, dont la provenance et son lien avec les coupes ont fait l'objet d'une étude détaillée de Robert Mérélis. En 1855, Lompérier, dans sa notice sur les monuments antiques de l'Asie nouvellement entrés au musée du Louvre, ajoute les informations suivantes. On assure que 8 autres coupes de même métal et de même origine ont été fondues par un marchand du bazar de Larnaca. Entre 1867 et 1874, dans son catalogue du musée Napoléon III, il les publie sous le titre « Coupe d'argent doré trouvée à Larnaca avec 2 planches et quelques précisions sur la coupe fragmentaire ». Ce précieux vase fut découvert dans les ruines de l'antique Kitium, recueilli dans le bazar de Larnaca par M. Tastu, consul de France, au moment où, déjà brisé par un orfèvre, il allait être remis au creuset. À ce stade, nous retenons les informations suivantes. Le rôle de Saucy et Perretier et les intermédiaires, l'orfèvre de Larnaca et le consul Eugène Tastu. Pour illustrer l'île à cette époque, je ne résiste pas à vous montrer cette très belle photographie de la ville de Larnaca, prise par Félix Bonfils quelques années plus tard, entre 1875 et 1880. Autre donnée, le bazar de Larnaca, sachant que seule la coupe de Saucy y est associée de manière certaine. Pour nous donner une idée de ce marché très important pour le commerce des antiquités au XIXe siècle, vous découvrez à l'écran une gravure de 1878. Quant au site de Kition, cette provenance archéologique n'est certaine pour aucune des 2 coupes. Il a évidemment l'avantage de se situer à proximité du bazar de Larnaca. Enfin, l'association de ces coupes avec d'autres coupes dont le nom diffère et qui auraient été fondues par un même orfèvre. Ces éléments sont notamment repris en 1885 par Perrault et Chipier, avec en plus l'apparition du site d'Idalion, actuel Dali, qui, comme Kition, fut capitale d'un royaume chypro-phénicien. Je cite. D'après le témoignage de M. de Cesnola, ces coupes auraient été trouvées à Dali par un homme du pays, Hadji Yorgi, qui fut plus tard un de ses meilleurs ouvriers. Il y en avait alors une 12aine qui, de main en main, arrivèrent au bazar de Larnaca où elles furent achetées par un orfèvre. Celui-ci en avait déjà brisé et fondu 10, quand les 2 qui restaient furent aperçus dans sa boutique par M. Tastu, consul de France. Il les acheta au poids et les céda peu de temps après à M. de Saucy, qui passait par Chypre, se rendant à Jérusalem. Celui-ci en devina tout d'abord la valeur. À son retour en France, il les donna au musée. Dans ce passage, en dépit des approximations, apparaissent 2 nouveaux noms. Luigi Palma di Cesnola, consul des États-Unis à Larnaca à partir de 1865, et l'inventeur de ces coupes, l'ouvrier Hadji Yorgi. Dès 1862, un extrait d'une lettre de Melchior de Vogüé à Ernest Renan nous permet de préciser les fouilles alors menées à Idalion et sa propre activité dans cette zone. Je cite Melchior de Vogüé. Vous vous rappelez qu'à Dali, il y a quelques années, on a retrouvé une plaque de bronze couverte de caractères chypriotes, aujourd'hui dans le cabinet de monsieur le duc de Luynes. Depuis, divers objets de bronze ont été découverts au même endroit, c'est-à-dire au sommet d'un des monticules calcaires qui bordent au sud-est la vallée de Dali. J'ai voulu savoir à quoi m'en tenir sur cet emplacement, et j'ai complètement fait déblayer le plateau. Les fouilles ont mis au jour une quantité considérable de fer de flèches en bronze,
de fragments d'épée en fer, de morceaux de métal informes provenant d'armes, de fibules, etc. Mais aucune trace de construction. En faisant causer les gens du pays, j'ai appris que 12 coupes en bronze et en vermeil, dont 2 se trouvent actuellement au Louvre, avaient été découvertes au même endroit, sous une sorte de monument formé de 3 grosses pierres. La plaque était quelques pas plus loin, les armes tout autour. Il est probable que c'était un trophée militaire érigé en commémoration d'un combat dont l'histoire aura perdu le souvenir. La plaque en bronze citée n'est autre que la tablette d'Idalion que vous voyez à l'écran. Elle est gravée sur ses 2 faces de la plus longue inscription en caractères syllabiques chypriotes connue à ce jour. Comme la tablette, ces armes sont conservées depuis 1862 à la Bibliothèque nationale de France. Le nom de la déesse Athéna figure sur la tablette, certes, mais aussi sur ce talon de lance gravé d'une dédicace à Athéna d'Idalion. À la lumière de sa dédicace, nous pouvons logiquement penser que la coupe Perretier provient d'un sanctuaire d'Athéna. Les inscriptions mentionnant la déesse grecque et son pendant phénicien Anat ont été répertoriées par Corinne Bonnet et Maria Bianco. Anna Canavo a récemment rattaché ces mentions épigraphiques en chyprosyllabique, en grec, en phénicien à des lieux de culte. 2 sites ressortent, Idalion et Vouni. Le site de Vouni, tout près de Soloï, a lui aussi livré une dédicace en chyprosyllabique sur un fragment d'objet en bronze offert par le fils de Kyprotimos à la déesse Athéna. Le site d'Idalion est aujourd'hui mieux connu que Vouni et Soloï. Les fouilles de l'expédition suédoise, débutée en 1928, ont montré l'existence d'un sanctuaire dédié à Athéna au sommet de l'Acropole, dont vous pouvez voir à l'écran des vues et un plan extrait de la publication de Einar Gerstad. Ces vestiges sont datés entre 850 et 475 avant Jésus-Christ. Et les offrandes en bronze devaient se trouver autour de l'autel numéro 40, au nord-est du Téménos, où, selon l'archéologue suédois, était visible un puits de pillage. Quelques interrogations demeurent. Offerte par le fils d'un roi chypriote dans un sanctuaire d'Athéna, à Idalion, peut-être plus probablement qu'à Soloï ou Vouni, du fait aussi des témoignages du XIXe siècle, nous ne savons pas si Thémistagoras en est le commanditaire et ni où, ni comment, des années après, Aimé Perretier l'a acquise. Concernant la coupe achetée par Félix de Saucy via Eugène Tastu, la provenance de Kition reste à ce jour envisageable sans que nous puissions le confirmer. En résumé, nous pouvons dire que ces images recomposées, cette accumulation de motifs d'influences assyriennes et égyptiennes, leurs adaptations, leurs variations, sont de magnifiques témoins de l'iconographie orientalisante. Il s'agit d'œuvres à lecture multiple, et je ne rivaliserai pas avec le talent de Charles Clermont-Ganneau, qui, pour la coupe de Préneste, a créé une affiche de spectacle intitulée « Une journée de chasse ». Ces 2 coupes sont rattachées stylistiquement au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. La dédicace peut être contemporaine ou postérieure à la fabrication de la coupe, avec comme terminus antequem la prise d'Idalion par Kition au milieu du 5e siècle. Le lieu de fabrication de ces coupes reste à définir et l'analyse technique du corpus pourrait apporter des indices sur les ateliers. Hors contexte archéologique, les usages des coupes sont difficiles à confirmer. Certaines furent votives à un moment de leur existence, d'autres déposées auprès des défunts, d'autres ont fait partie de butins accumulés dans les magasins du palais de Nimroud, énumérés parmi les tribus dans les annales assyriennes. Glenn Marco parle de cadeaux de prestige offerts en Italie par les Phéniciens à l'aristocratie étrusque ou encore à Chypre, de cadeaux diplomatiques destinés aux dignitaires qui contrôlaient l'accès aux montagnes cuprifères du massif de Troodos. Qui, mieux qu'Homère, évoque
le voyage de telles œuvres d'orfèvrerie, leur passage de main en main. Sans tarder, le Péléide dépose d'autres prix pour la vitesse. D'abord, un cratère en argent façonné. Il contient 6 mesures. Mais c'est par sa beauté surtout qu'il l'emporte, et de beaucoup, surtout autres au monde. D'adroits ciseleurs de Sidon l'ont artistiquement ouvré. Des Phéniciens l'ont ensuite emporté sur la mer brumeuse, exposé dans des ports, puis offert en présent à Thoas. Enfin, pour racheter Lycan le Priamide, Eunée, fils d'Iésone, l'a donné au héros Patrocle. Achille, maintenant, le dépose comme prix en l'honneur de son compagnon. Tout comme Thémistagoras, le fils du roi Pachycrétès, a consacré à la déesse, à Athéna, la coupe que voici et que nous avons eu le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment à toute l'équipe du C2RMF qui nous accompagne. Merci bien sûr à l'équipe de l'auditorium pour cette prouesse technique, car les coupes brillent. Et merci à Cristal qui est cachée derrière les coupes. Merci à vous.